Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live proposé par la FSPF qui a pour but d'interroger les candidats à l'élection présidentielle et leurs représentants santé. Ce soir, nous accueillons le docteur Barriot, qui est le représentant santé de Marine Le Pen. Il est anesthésiste réanimateur de profession, de formation. Il exerce actuellement du côté de Montpellier. Il est enseignant notamment à la faculté de Montpellier. Nous avons depuis quelques semaines pris l'habitude de ces lives où, comme j'ai eu l'occasion de le dire à de multiples reprises, il est extrêmement important à la veille de l'élection majeure qui est l'élection présidentielle pour les corps de métier et en ce qui nous concerne pour la pharmacie d'officine, d'interroger les candidats pour savoir quel est leur programme. Vous savez bien, tous les 5 ans, maintenant, c'est le rendez-vous où l'ensemble des sujets de la nation sont remis sur la table pour voir quelle sera la politique des 5 années à venir concernant, bien sûr, la France en général, mais plus particulièrement l'ensemble des sujets de la vie en commun. Et donc, en ce qui nous concerne, la santé de proximité avec la ville et bien sûr la pharmacie d'officine, le médicament. Nous avons produit une contribution au débat public que nous avons fait passer à l'ensemble des candidats, où nous nous sommes mis dans une position de dire voilà ce que nous, pharmaciens, nous pouvons apporter à notre pays, aux patients, aux citoyens. Et voilà un peu notre manière de faire, avec le socle, les piliers de l'officine, donc le monopole de dispensation des médicaments, la loi de répartition des bons géographiques, le capital réservé aux professionnels exploitants, garant d'indépendance, et tout ça dans un cadre qui est conventionnel. Voilà. Donc on aura l'occasion, après l'intervention de Dr Barriot, de lui poser des questions, évidemment. Donc, je vais sans plus attendre lui laisser la parole pour expliquer le programme de la candidate qu'il soutient et donc plus précisément le programme santé, avec peut-être quelques mots sur la pharmacie. C'est à vous. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci de me donner la parole. Donc, je vais en introduction vous dire quelques mots du programme santé de Marine Le Pen et surtout de la façon qui soit la plus pertinente possible pour les pharmaciens d'officine. Donc, le programme santé de Marine Le Pen vise à répondre à 2 défis majeurs qui se posent dans notre système de santé. Ils sont premièrement le défi des maladies chroniques, avec plus de 20 millions de nos compatriotes qui sont touchés, et deuxièmement, le défi du vieillissement de la population, sachant qu'il y a un lien évident entre les deux et que plus on avance en âge, plus bien sûr, on a de probabilités de développer plusieurs maladies chroniques. Donc, pour ce faire, malheureusement, notre système de santé est fragile et je dirais même déficient dans ces 2 grands secteurs. Le secteur d'abord des soins hospitaliers, bon, nous n'en parlerons pas aujourd'hui ou peu, mais juste pour dire que le Ségur de la santé était un Ségur vraiment hospitalo-centré. On a parlé quasiment que de l'hôpital public et pas du tout du secteur privé et du secteur libéral. Et deuxièmement, donc, le secteur des soins ambulatoires, des soins de ville ou des soins ruraux aussi, c'est pas seulement que la ville, qui est largement fragilisé du fait par le fait d'un défaut de maillage territorial, mais là on y reviendra essentiellement pour les médecins généralistes, mais ce problème ne se pose pas par exemple pour les pharmaciens ou pour les infirmiers, il n'y a pas de désert à proprement parler médicaux pour eux. Donc, un problème d'organisation, d'accès aux soins et aussi de permanence des soins, en particulier de permanence des soins ambulatoires dans ce secteur, sachant que pourtant il y a un virage très important à négocier, c'est le virage, bien sûr, ce qu'on appelle le virage ambulatoire, mais aussi maintenant le virage domiciliaire qui vise à maintenir à domicile
le plus longtemps les personnes dites fragiles ou à risque de perte d'autonomie. Donc, un problème d'accès aux soins et de maillage territorial avec donc des difficultés pour structurer le parcours de soins de ces patients, notamment de ces patients avec des maladies chroniques ou de ces patients âgés, qui soit un parcours structuré et coordonné. Alors, la tendance actuelle, bien sûr, que nous soutenons, c'est l'évolution de ce qu'on appelle les ESCAP, hein, les équipes coordonnées de soins avec le patient. Et c'est vrai que, j'allais dire, le trio incontournable de ces ESCAP, c'est le médecin généraliste, le pharmacien et l'infirmier, même si nous souhaitons bien sûr parler beaucoup plus des autres professionnels de santé. Mais enfin, voilà, le pharmacien d'officine a vraiment une place et indissociable de ces équipes, de cette collaboration interprofessionnelle en santé dans les projets territoriaux, parce que encore le projet de Le Pen, c'est vraiment l'organisation des soins, répondre à l'offre de soins, mais au niveau territorial, c'est-à-dire au niveau infrarégional, au niveau départemental, voire infradépartemental, au niveau des bassins de vie. Et c'est pour ça aussi que cela rentre dans son projet de démétropolisation et d'aménagement de territoire pour favoriser l'attrait des zones sous-dotées. Alors, si on en vient plus spécifiquement au rôle du pharmacien d'officine, alors d'abord, ça rentre au milieu parce que le pharmacien d'officine fait partie aussi de ces, comment dirais-je, ces professionnels de premier recours. Hein, parce que quand je parle de parcours de soins structurés, ça veut dire qu'il faut bien une gradation des soins entre le premier recours, le deuxième recours et le troisième recours. Donc le pharmacien d'officine est vraiment au niveau de ces personnels de premier recours, de ces professionnels de santé de premier recours. Donc, en premier lieu, Marine Le Pen soutient tout à fait le partage de compétences avec donc un élargissement des compétences et des missions du pharmacien. Alors on sait que ça peut être parfois un peu affrontement dur avec les médecins généralistes. On pense en particulier que le renouvellement des ordonnances pour les maladies chroniques stabilisées, que l'élargissement de la vaccination, en particulier les personnes âgées, même la vaccination contre le zona, contre le pneumocoque, l'élargissement bien sûr des tests rapides d'orientation diagnostique, un rôle aussi important en matière de dépistage, en particulier pour revenir à ces personnes âgées, le dépistage de la fragilité chez la personne âgée, en particulier le dépistage de la dénutrition. On souhaite aussi, alors bien sûr je ne parle pas du rôle de la dispensation des médicaments ou le rôle bien entendu du pharmacien d'officine et comment dirais-je, le bilan de médication est absolument incontournable. Et puis d'autres aussi aspects, alors là, qui rentrent dans le cadre de ce problème de grand âge et d'autonomie, qui est qu'on souhaite que la présence du pharmacien d'officine au sein des EHPAD soit renforcée, si on peut dire renforcée, parce que malheureusement, elle est quasiment absente, mais on sait très bien que la plupart des résidents n'EHPAD n'ont pas de médecin traitant, qui a le plus souvent pas de médecin coordonnateur. Donc, le rôle du pharmacien d'officine, surtout chez ces patients, qui sont souvent des patients avec des troubles perturbateurs, avec des prescriptions inappropriées de neuroleptiques, donc qui est vraiment un conseil et une supervision pharmaceutique du bon usage, on va dire, des médicaments dans les EHPAD. Donc là, c'est un survol très rapide, mais pour dire
que ce problème du partage et de l'élargissement des compétences du pharmacien d'officine est pour Marine Le Pen un point essentiel. Donc, alors après, bien sûr, il y a les mesures incitatives. Bon, vous savez que d'une façon générale, pour les professionnels de santé, Marine Le Pen est hostile à toute mesure coercitive. Par contre, elle est favorable à des mesures incitatives, en particulier financières, dans les zones sous-dotées. Donc, pour les médecins généralistes, elle est en faveur d'une revalorisation de la consultation dans les zones sous-dotées, mais donc on peut très bien envisager d'étendre ce processus d'incitation financière, bien sûr, à d'autres actions, et notamment aux actions de prévention. Parce que j'ai parlé du problème du virage ambulatoire et domiciliaire, mais bien sûr, il y a un deuxième virage très, très important que doit prendre notre système de soins, c'est de passer d'un système essentiellement curatif à un système où la prévention, le dépistage précoce et la prévention jouent vraiment un rôle prépondérant. Donc, il faut que ces actes de prévention, et là encore, le pharmacien d'officine, de par son maillage territorial, a un rôle très, très important à jouer en matière donc de dépistage, que ce soit le dépistage du cancer colorectal avec l'hémoculte, mais également d'autres dépistages, et à la prévention, donc joue un rôle majeur en matière d'éducation thérapeutique, bien sûr pour le bon usage du médicament, mais pas seulement en matière de médicaments. Donc ce rôle de dépistage d'éducation thérapeutique doit bien sûr être valorisé et bénéficier d'un financement, parce qu'il est très clair que les investissements en matière de prévention sont, il faut les voir comme vraiment comme des investissements, pas comme des dépenses, parce qu'il y aura un retour sur investissement dans les années à venir, et donc les investissements en prévention aujourd'hui sont les économies de demain. Bon, et d'une façon générale, bon, bien sûr, pour le secteur libéral, Marine Le Pen est bien sûr favorable au maintien du paiement à l'acte et puis donc d'un soutien financier pour ces actes de prévention élargis qui pourraient être donc effectués par le pharmacien. Donc voilà, c'est un survol rapide. Alors, on a évoqué, enfin, je ne sais pas pour celles et ceux qui ont suivi un petit peu les discussions au CESE la semaine dernière, où a été présentée donc, la loi proposée par les libéraux. Donc, ces différents problèmes ont été évoqués. Et voilà, je suis prêt, bien sûr, à répondre à vos questions, si je le peux, bien entendu, voilà, sur ces sujets. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vais peut-être poser la première et ensuite je vais laisser la parole à mes consoeurs et confrères qui se préparent à poser des questions. Je vais vous poser la même que celle que je vous ai posée au CESE. Donc, lors de la présentation de notre loi, effectivement, dans le programme de Marine Le Pen figure la disparition des ARS et leur remplacement par un autre échelon donc plus proche qui est départemental. Donc, est-ce que vous pourriez nous repréciser comment ça se passerait, comment ça va se passer, parce qu'on comprend qu'il y a un sujet hospitalier, puisqu'il y a un sujet de tutelle des hôpitaux, mais il y a également un sujet d'organisation pour nous, puisque le réseau des pharmacies d'officine est géré actuellement par l'ARS. Et donc, on veut savoir quels seront nos interlocuteurs pour l'État dans le cas d'une disparition des ARS. Oui, alors effectivement, comme vous venez de le souligner, la disparition des ARS visait dans le premier temps surtout les hôpitaux de façon à les débarrasser de ce carcan administratif donc qui les étouffe, de façon à instaurer une gouvernance bicéphale avec à la fois un médecin responsable de la politique de santé et un gestionnaire avec lui qui est chargé de l'aider dans l'application de ce programme santé. Donc les deux étant réunis par un projet commun. Alors effectivement,
cela aura des implications, bien sûr, sur les autres professionnels de santé. Mais si on regarde un peu l'empilement comment dirais-je, des lois et du millefeuille bureaucratique qui a été organisé, en particulier avec l'organisation des GHT, les groupements hospitalo de territoire, mais aussi les CPTS, les communautés professionnelles de territoire de santé, eh bien, on voit que ce millefeuille bureaucratique n'a pas du tout permis d'atteindre l'objectif qui était, au fond, un accès aux soins pour tous et en tout point du territoire. Donc, c'est clair qu'on est face à un échec et qui a conduit donc vraiment à des structures administratives très lourdes, très complexes. On voit d'ailleurs les médecins libéraux, ils veulent s'en libérer parce que quand ils parlent justement des escapes, de ces équipes de soins coordonnés avec le patient, eh bien, au fond, c'est pour échapper au CISA, à des structures plus lourdes qui réclament des protocoles compliqués avec l'ARS. Donc, on veut des structures beaucoup plus souples, beaucoup plus fluides. Alors, bien sûr, le préfet aura la tutelle et veillera en particulier que les objectifs nationaux de santé sont bien visés, mais surtout une structure des instances consultatives et décisionnelles qui soit départementale et qui associe, bien sûr, dans un contexte de vraie démocratie sanitaire, eh bien, les soignants, au premier rang desquels, bien sûr, il y a les pharmaciens, mais les acteurs du secteur médico-social, les associations de patients, d'usagers, donc, bon, vraiment, et bien sûr, les élus locaux, avec une part très importante des élus locaux. Et puis surtout, bon, que tout se décide par dialogue interprofessionnel et par convention. Et on veut absolument éliminer ce qu'on appelle le fait du prince. On l'a vu avec Olivier Véran, par exemple, qui impose quasiment la primo-prescription des orthoptistes, ce qui met en colère les ophtalmologistes parce que ça s'est pas décidé, ça n'a pas été un dialogue conventionnel. C'est le problème aussi des consultations auprès des psychologues, qui s'est fait sans consultation avec les psychologues. Donc, voilà, le but, c'est d'éviter un peu le fait du prince, ou je reviens par exemple pour les radiologues, le fait que les baisses tarifaires soient décidées unilatéralement par la CNAM, et ce qui ne leur permet pas d'amortir les scanners ou les IRM. Donc voilà, le but, en fait, on en est là avec ce système, c'est que le plus souvent, on est avec des baisses tarifaires, avec des décisions de fait du prince, et ça, on n'en veut plus. Donc, Marine Le Pen, voilà, pour cela, souhaite la suppression des AEHAL. Mes confrères, vous levez la main si vous voulez intervenir, les uns ou les autres. Je commence par qui? Fabrice Camailloni, donc pharmacien. À toi. Donc, je pense qu'on va repartir sur le terrain là. T'es déjà monté un petit peu haut dans les Bonjour, je suis Fabrice Camailloni, je suis pharmacien d'officine exerçant dans le département des Ardennes. Vous avez évoqué l'élargissement du champ de compétences des professionnels de premier recours, dont fait partie le pharmacien d'officine. C'est très bien, un certain nombre de choses sont déjà engagées. Moi, je voudrais revenir sur le monopole. La crise sanitaire nous a permis de nous exprimer sur la prévention, sur le dépistage. En revanche, elle a permis aussi une petite dérogation, petite dans le temps, avec la vente en grande surface des autotests. Position que la profession a très mal vécue. J'aimerais connaître celle de Marine Le Pen s'agissant du monopole, notre cœur de métier, le monopole des pharmaciens, qui est un des piliers de la pharmacie française et qui est, selon moi et selon nous tous d'ailleurs, un monopole de compétences et non pas un monopole de fait. Sécurité. Alors, oui, alors, merci pour cette question, mais sur laquelle Marine Le Pen s'est clairement prononcée.
en particulier, je me souviens un peu dans un de vos, dans une de vos revues spécialisées, c'est très clair, c'est un monopole de compétences. Donc, Marine Le Pen est opposée. Bon, alors vous faites référence donc aux tests Covid qui, malgré la fin normalement de leur mise en vente dans des grandes surfaces, malgré tout continue, ce qui est une anomalie évidente, mais elle est également opposée à la vente en ligne des médicaments, enfin à tout ce qui n'est pas régulé par le pharmacien. Et donc, voilà, j'allais dire, ce fait de compétence est indiscutable. Donc voilà, aussi bien pour les tests que pour les médicaments, en grande surface, sur Internet. Seule la dispensation ne peut être faite en toute sécurité que si elle est faite par un pharmacien. Merci. Une autre intervention. Vous levez la main. Marc-Antoine. Oui, on part en Normandie, là. Ah, on fait le Tour de France. Absolument, oui. Donc, moi, Marc-Antoine Dubois, je suis installé dans le 76, en Seine-Maritime, plus précisément, du coup. Voilà, je vais vous poser une question assez pratique pour nous au quotidien. Elle fait partie du quotidien des santé, la carte vitale. C'est un outil qui est très pratique pour nous, qui sécurise le paiement très facilement. Il y a des expérimentations de e-carte vitale qui ont commencé dans plusieurs départements et vous proposez dans votre programme, du coup, une carte vitale infalsifiable avec des données biométriques. Donc, mes questions sont assez simples. C'est déjà quel intérêt pour le professionnel de santé ce type de carte infalsifiable? Et ensuite, quelle application au quotidien? Est-ce que le patient aura besoin de saisir un code? Est-ce que ça un traitement? Et s'il y a une nouvelle carte vitale, certainement, il y aura des nouveaux lecteurs. Donc, qui va supporter le coût pour les lecteurs? Est-ce que c'est l'État ou est-ce que c'est le pharmacien? Alors, concernant ce problème de carte vitale biométrique, ça rentre dans le cadre d'un programme plus vaste de Marine Le Pen, qui est le programme de la lutte contre les fraudes. Pas seulement les fraudes aux prestations sociales, mais les fraudes dans leur ensemble. Donc, si Marine Le Pen est élue, il y aura création d'un véritable ministère de lutte contre la fraude. Le but étant, la fraude, c'est énorme. C'est plusieurs dizaines de milliards d'euros. Hein. Donc, le but, c'est de récupérer au moins 15 milliards d'euros dans cette lutte contre la fraude. Donc, le financement de la carte vitale biométrique, justement pour lutter contre les fraudes aux prestations sociales, eh bien, sera financé facilement par les économies faites dans ce domaine. Alors après, sur les détails pratiques, bon, je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est pas mis en place, bien évidemment, mais pour le coût, c'est clair que le coût sera pris en charge, bien sûr, intégralement par l'État. Si je tire un peu le trait sur cette question, comme vous comprenez, on a de nombreux cas, notamment par exemple pour les personnes qui sont alitées à domicile et qui envoient un aidant pour venir chercher les médicaments, où nous ne pouvons pas avoir la personne qui a un code biométrique. Donc, il y a quand même énormément de cas en médecine où, en fait, on est obligé de soigner les gens et où ça prime par rapport à la lutte contre la fraude. Donc, c'est aussi un peu ça le sens de la question. Oui. Bon, je comprends bien, mais à ce moment-là, bon, il y aura pas nécessairement, je veux dire, besoin d'un code. Ça, c'est vrai que ce fait-là doit être pris donc et mesuré. Donc, il y aura une réponse. Oui, il y aura une réponse, mais la question est bien prise en compte. Merci. Une autre question? Christophe Cluzel, on revient en banlieue parisienne, si je ne m'abuse. Oui, bonjour, Christophe Cluzel. Bonjour. Donc, je suis responsable de la fédération au niveau de l'Île-de-France et vous savez que la région Île-de-France est très disparate. Ça va
d'une forte concentration sur de grosses villes comme Paris, mais ça va aussi dans des départements donc, limitrophes, donc des pharmacies rurales, oui, au fin fond des Yvelines, des Seine-et-Marne. Et à ce sujet, je voulais savoir qu'est-ce que vous allez faire pour lutter contre, justement, dans certains cas, les déserts pharmaceutiques et comment faire pour maintenir un maillage territorial suffisant sur l'ensemble du territoire. Alors, le problème des déserts, en fait, des déserts médicaux, bon, Marine Le Pen s'est clairement exprimée pour les déserts médicaux, hein, donc en particulier sur le problème du numerus apertus dans certaines régions, et sur les incitations, donc comme je disais, sur les incitations financières, en valorisant les actes médicaux et pharmaceutiques. Et sur le deuxième point, comme je l'ai évoqué, un des objectifs vraiment de Marine Le Pen, c'est la démétropolisation. Elle pense que la métropolisation, justement, est source, bien sûr, à créer, ou du moins contribue à créer ces déserts médicaux. Donc, c'est vraiment toute une politique de démétropolisation et d'aménagement du territoire. C'est évident qu'un professionnel de santé ne va pas aller s'installer si à proximité, eh bien, il n'y a pas de possibilité de travail pour son conjoint, qu'il n'y a pas d'école pour les enfants, qu'il n'y a pas de bus, etc. Donc, vraiment, la politique de démétropolisation et d'aménagement du territoire est une réponse majeure avec les aspects, bon, purement, on va dire, catégoriels d'incitation financière ou de réévaluation du numerus apertus. Merci. Merci beaucoup. Je vais prendre une dernière question. On est 360 à connexion aujourd'hui, donc vous avez une grande salle qui vous écoute, mais après on en aura plus dans les replays. Françoise Rouve, on revient dans le sud. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, je suis Françoise Rouve, je suis pharmacienne à côté de Perpignan, à Estagel, dans les Pyrénées-Orientales. Donc, comme vous savez, la pharmacie est un métier qui s'exerce en équipe. Donc, il y a des pharmaciens et des préparateurs. Et actuellement, beaucoup de pharmaciens rencontrent de grandes difficultés pour recruter du personnel qualifié. Donc, je voulais connaître votre position pour valoriser l'apprentissage en pharmacie. Excusez-moi, je n'ai pas entendu la fin de la question. Pour valoriser l'apprentissage pour les préparateurs en pharmacie. Alors là, oui, vous posez le problème, enfin, d'une façon plus générale, du problème de l'exercice effectivement pluriprofessionnel, et qui doit être soutenu. Et ce problème de l'exercice pluriprofessionnel avec on va dire des assistants se pose pour la pharmacie, mais pour les autres professions. Vous savez que les chirurgiens dentistes veulent des assistants dentaires de niveau 2, voilà, que les ophtalmologistes veulent travailler aussi avec des orthoptistes et des assistants médicaux. Les radiologues, c'est le problème qu'ils ont avec les manipulateurs radio. Ils ont exactement le même problème que vous. Ils ont du problème de recrutement. Donc, pour ces catégories de personnel, donc, puisqu'on parle des préparateurs de pharmacie, qu'il y a un double… Pour améliorer le recrutement, il faut une valorisation, mais une valorisation à un double niveau. Alors, c'est vrai, on parle toujours de la revalorisation financière, et donc la revalorisation financière est nécessaire si on veut améliorer l'attractivité de ces professions et donc améliorer le recrutement. Mais il y a aussi
une valorisation intellectuelle. Et ça, on n'en parle pas assez. Alors, c'est vrai, on en parle beaucoup avec les infirmiers, notamment les infirmiers de pratique avancée. On en parle beaucoup aussi pour les sages-femmes. Mais voilà, je crois qu'il faut aussi valoriser ces professions sur le plan intellectuel en leur permettant d'avoir une progression de carrière, avoir éventuellement une universitarisation de leur profession et de leur qualification. Donc, je vois mal voilà, comment on peut améliorer pour vous le recrutement des préparateurs sans cette double valorisation financière et intellectuelle. Si, ça pose le débat effectivement sur le financement et c'est un gros sujet. Pour nous, nous avons, comme vous le savez, une convention nationale avec l'assurance maladie. Le secteur libéral a cette forme de gouvernance qui est un débat, un dialogue entre les professions et l'assurance maladie. Nous sommes au milieu du gué, nous avons écrit et signé donc une convention métier juste il y a 15 jours, un peu plus de 15 jours, 20 jours, avec l'assurance maladie, et nous devons nous retrouver en 2023 pour justement parler monnaie, pour parler investissement, et pour parler et notamment investissement dans les petites pharmacies dans les territoires qui ont du mal à recruter et à trouver de l'emploi et pour valoriser cette filière. Alors, est-ce que, moi je vais vous poser cette question-là, est-ce que vous soutenez ce système conventionnel d'une part, et d'autre part, est-ce que vous êtes… Parce que nous avons des problèmes d'enveloppe, et ce que nous disions dans les libéraux de santé et qui vaut toujours, c'est qu'on aimerait que l'État, au début de l'ouverture du système conventionnel, nous dise, voilà, vous allez avoir une enveloppe entre temps et temps, de telle manière à ce que vous puissiez l'utiliser au mieux pour les besoins. Là, on n'arrive pas à savoir avant la fin à quelle sauce on va être mangé, et je dois vous dire qu'on a de grandes craintes pour l'avenir de nos professions. Je ne parle pas des investissements qui ont été massifs pendant l'année 2021 et le début de l'année 2022 par rapport au Covid, avec investissement massif, mais fatigue extrême des équipes qui nous amène à cette situation où nous avons des tensions sur les équipes qui sont fortes. Mais voilà, comment va se passer la suite? Est-ce que vous soutenez le système? Est-ce que vous allez nous donner les moyens d'exercer? Vous savez, je suis syndicaliste, donc c'est l'alpha et l'oméga de ma question. Bien sûr, non, mais alors sur ce plan-là, on est tout à fait, Anne Le Pen, en faveur, oui, d'un système conventionnel comme celui que vous avez évoqué, bien sûr, et puis surtout avec une visibilité, avec un système de financement pérenne aussi, qui soit pas à courte vue, et comme vous le disiez, c'est qu'en début, j'allais dire, de discussion de convention, les objectifs et les financements, les propositions soient clairement affichés. Et voilà, et que ce soit pas là encore en dernier recours, mais ça soit le fait du prince et que ça soit clac, c'est comme ça, et puis on n'ira pas plus loin, que ça soit réellement une convention et un dialogue, et que effectivement vous ayez tous les éléments de discussion. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre temps et pour ce temps d'échange direct avec les pharmaciens. Vous allez être vus et revus donc, pendant la semaine. Je vais vous laisser un mot de conclusion si vous souhaitez, et puis après, je dirai au revoir à tout le monde. Alors, écoutez, le mot de conclusion, je crois qu'il est là, c'est que c'est vraiment un problème, on revient toujours quand même au problème de financement, mais voilà, c'est que le virage de la prévention, il faut vraiment le prendre, que le pharmacien joue vraiment un rôle majeur dans la politique de prévention et d'éducation thérapeutique, donc il faut vraiment qu'il y ait un financement à la hauteur, en disant vraiment que l'argent
injecter dans la prévention, ce sont les économies de demain. Donc, voilà, il faut un financement à la hauteur. Écoutez, merci beaucoup pour votre intervention. Comme à tous les autres candidats, je vous souhaite bonne chance pour… sachant que je l'ai dit à tout le monde. Oui. Je pense bien qu'il n'y a pas de notion partisane dans ce souhait, mais voilà. Faire un récapitulatif donc, de notre action depuis des 4 équipes qui ont accepté de se prêter au jeu du webinaire, mais nous avons vu des équipes de campagne en dehors, donc on va faire tout ça récapitulatif pour que les pharmaciens sachent et soient le plus éclairés possible avant dimanche et avant ce grand rendez-vous. Et donc, d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Et merci à tous pour votre attention et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.